Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la deuxième édition des VT Talks. Les VT Talks, c'est un format qui nous tient à cœur, qu'on s'attache à développer et qu'on espère pouvoir vous proposer de manière plus régulière. L'idée, c'est quoi ? C'est de sortir aussi peut-être des webinaires un peu plus classiques qu'on a l'habitude de faire et de prendre un peu de hauteur et de discuter avec un invité autour d'un thème choisi et bénéficier de son expertise. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Drouneau de l'Assemblage. Bonjour François, comment vas-tu ? Ça va très bien Benoît, merci, bonjour à tous. Merci en tout cas de te prêter au jeu et à l'exercice. Peut-être tu peux te présenter en quelques mots, je le ferai par la suite, mais je t'en prie, pour les gens qui nous regardent, je t'invite à te présenter. Très bien. Écoute, effectivement, donc je suis François Drouneau, fondateur de l'agence L'Assemblage. L'Assemblage étant une agence qui accompagne les acteurs des vins et spiritueux dans leur développement marketing et commercial. J'ai fondé l'Assemblage en 2014 parce que j'ai toujours travaillé dans les vins spiritueux. Je suis originaire de Cognac. J'ai étudié notamment à Dijon dans les vins et spiritueux. Et ensuite, j'ai travaillé dans différents types d'entreprises, des PME, des interprofessions, des multinationales, en France et à l'étranger, jusqu'en 2014, où de retour à Cognac, j'ai fondé l'Assemblage. Le principe de l'Assemblage, c'est, comme son nom l'indique, d'assembler nos compétences, donc à la fois les nôtres et celles de nos clients, bien sûr, et également les nôtres avec celles d'autres experts. Et l'idée, c'est d'être capable d'accompagner les acteurs des vins et spiritueux dans l'ensemble de leur développement marketing et commercial, autrement dit, stratégie, marketing, communication, lancement de marques, lancement de produits, digital, et au niveau du commercial, présence terrain, stratégie commerciale, etc. Et donc, voilà, ça fait 10 ans qu'on fait ça maintenant, avec différents types d'acteurs, et on est ravis d'être là aujourd'hui. Ok, donc tu as beaucoup d'expertise, on va pouvoir bénéficier en tout cas et discuter de pas mal de sujets avec toi, en tout cas sur un scope et un spectre assez large. Pour me présenter à mon tour assez rapidement, donc Benoît Laria, moi je travaille donc chez ID System, le groupe Orisha Agri-Food depuis maintenant 1 an et demi en tant qu'ingénieur avant-vente. Nous on est éditeur de logiciels et moi j'ai une expertise et je suis en charge des solutions CRM du groupe. Mon rôle, il est multiple, mais il est déjà de construire les offres CRM qu'on pourra proposer à nos prospects, à nos clients, mais également d'accompagner notre force commerciale en rendez-vous pour comprendre quels sont les besoins et les enjeux de nos clients et procéder aussi aux démonstrations de nos solutions CRM. Également, mon rôle est d'être en lien finalement avec les équipes produits. Chez nous, c'est un rôle assez transverse, pouvoir finalement être en contact des gens qui designent les solutions chez nous pour pouvoir les faire évoluer et coller aux besoins de nos clients qui nous sont remontés. Et également avec les équipes projets chez nous qui onboardent nos clients lorsque les projets démarrent pour déployer les solutions CRM. J'ai un profil plutôt orienté data, CRM, pour faire, en gros, donner quelques explications sur ma capacité à tenir des propos sur ces sujets. Je pense qu'on a assez parlé de nous et que ce que je te propose, c'est de rentrer un peu plus dans le vif du sujet et de rappeler un peu aux gens qui nous écoutent quel est le sujet aujourd'hui, la thématique qu'on a définie et l'introduire. Pour rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, on a un secteur des vins spiritueux qui fait face, on peut le dire, je pense, à un certain nombre de turbulences. Ce n'est peu de le dire, avec un certain nombre de défis qu'il va falloir relever. C'est stimulant, mais c'est aussi compliqué aujourd'hui pour de nombreux acteurs de la filière. Et ces difficultés, en tout cas, et ces défis relevés, ils sont aussi bien sur le marché domestique, j'ai envie de dire, sur le marché français, voire européen, qu'à l'export. On a tous en tête ces récentes déclarations ou les tensions qu'on a pu voir avec des partenaires commerciaux historiques tels que les États-Unis, qui sont générateurs aussi d'inquiétudes pour la filière et pour les différents acteurs. L'idée, c'est qu'on va voir avec toi et dresser finalement un constat de ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout, on va s'attacher à tenter de proposer des pistes et des stratégies, que ce soit sur le plan marketing et commercial, pour pouvoir essayer de relever ces défis et de répondre à cette partie-là. Donc ça nous paraissait important et intéressant de bénéficier de ton expertise et de t'inviter en tout cas pour pouvoir échanger sur ces sujets. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans une première partie, on va s'attacher à dresser un peu la photo de la situation qui est pas forcément réjouissante, mais c'est important aussi d'en avoir conscience, même si je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent en ont déjà conscience. On s'attachera dans une deuxième partie à proposer finalement des pistes, des stratégies pour pouvoir y répondre dans ce marché en pleine mutation. Et on terminera peut-être un peu plus sur une partie, un focus sur la partie CRM qui constitue finalement un outil, je pense, qui peut être un support finalement et un atout au déploiement de ces stratégies.
François, est-ce que ça te va de procéder de la sorte? Très voilà. Juste, je précise que vous avez une fenêtre de chat qui est disponible. Vous avez la possibilité de poser des questions pendant le VT Talks. Avec François, on les consultera à la fin. On prendra un petit temps d'échange pour y répondre. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas en tout cas à poser des questions si vous le souhaitez à travers la fenêtre de chat. On y va ? On y va. Allez, allons-y. Est-ce que François, donc sur cette partie décryptage aujourd'hui du marché actuel, tu pourrais nous donner finalement, avec ton œil, ta vision, nous donner des éléments et peut-être quelques chiffres qui nous permettent d'avoir conscience finalement de ce qui se passe aujourd'hui et les défis que représente actuel. Écoute, oui, quelques chiffres, parce que je ne vais pas vous abrutir de données chiffrées, d'autant plus que je pense que la situation actuelle dans les vins spiritueux est connue et partagée par les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais voilà, c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc on sait qu'on a une situation globale qui est compliquée, voire très compliquée pour tout le monde. On a des tendances à la baisse un peu partout, aussi bien sur le marché domestique qu'à l'export. On a des menaces très forte globalement au niveau politique, géopolitique, économique. Je pense que tout le monde est conscient de la baisse de la consommation en Chine, des menaces sur les droits de douane en Chine, des menaces des taxes aux États-Unis, malheureusement de la guerre en Ukraine qui ne se finit pas, de la situation économique en Europe occidentale qui n'est pas florissante. Bref, il n'y a pas beaucoup de signaux positifs. Et il n'y a pas non plus beaucoup de perspectives. Pour le moment, on ne voit pas ces sujets-là se régler à court terme ou à moyen terme. Bien sûr que ça va... Enfin, bien sûr, on souhaite que ça se règle, mais on ne voit pas vraiment quand. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, quand on est producteur de vin ou de spiritueux, le marché international est compliqué, mais le marché domestique est pas très florissant non plus. En France, on note des baisses continues, notamment dans les ventes de vin, notamment les ventes de vin rouge, notamment en grande distribution. Un exemple, par exemple, pour illustrer ça, en 2024, pour la première fois, les ventes de Bordeaux en CHR ont dépassé les ventes en GMS. Malheureusement, ça ne signifie pas une bonne performance du CHR, mais plutôt une mauvaise de la GMS. Si l'on écoute les producteurs de spiritueux, la situation n'est pas bien meilleure. Le dernier baromètre de la Fédération française des spiritueux indiquait que plus de la moitié des producteurs se voyaient dans une situation compliquée, voire très compliquée aujourd'hui ou à venir. Donc, c'est pas encourageant. On voit que toutes les catégories traditionnelles sont affectées. On a parlé du vin rouge et de Bordeaux, mais c'est également le cas du champagne, c'est également le cas du whisky qui se porte mal en GMS, et ça c'est difficile. Et on peut également noter que cette situation affecte à peu près tous les acteurs, puisque au-delà de la GMS, si on regarde les cavistes, leur chiffre d'affaires a diminué en 2024, notamment chez les cavistes chaînés, qui représentent une bonne partie des ventes. Donc voilà, c'est compliqué pour les producteurs, c'est compliqué pour les distributeurs, c'est compliqué pour les revendeurs. On a quand même un canal qui s'en sort plutôt pas trop mal, c'est le e-commerce. Ok, et t'as d'explications, ça? C'est pourquoi finalement le e-commerce prend le contre-pied de tout ce que tu nous décris jusqu'à présent? Oui, en partie. Alors, le e-commerce est en hausse, alors pas une très forte hausse, mais une hausse quand même, donc ce qui est mieux que tous les autres qui sont en diminution. Pourquoi? D'abord parce que globalement, le e-commerce se porte bien, et là on sort des vins spiritueux, mais les consommateurs que nous sommes achetons de plus en plus en ligne, de plus en plus de types de produits différents, donc les vins spiritueux n'échappent pas à cette tendance générale. De plus, ça présente différents avantages, dont des avantages de prix. On a dans les vins spiritueux des canaux de vente qui sont assez normés, avec pas mal d'intermédiaires. Forcément, qui dit intermédiaire dit des prix qui augmentent. Et par le e-commerce, on peut supprimer dans certains cas certains intermédiaires et vendre peut-être un peu moins cher. Donc ça joue également. Et puis on a également une manière de vendre qui change, avec notamment, alors là je vais plutôt parler des grandes villes que des campagnes, mais notamment de la commande en ligne qui permet de la livraison instantanée ou quasi instantanée, qui permet donc de commander du vin, des spiritueux pour un dîner, pour un apéritif ou autre, et qui permet d'être livré rapidement. Et ça fait partie des choses qui progressent. Mais malheureusement, évidemment, ça ne compense pas, les baisses des ventes des canaux traditionnels. Effectivement, si on referme la parenthèse du e-commerce et qu'on revient effectivement sur la tendance à la baisse qui touche effectivement tous les canaux dont tu parlais
sur la première partie. Est-ce que tu as des facteurs explicatifs, des éléments à nous partager qui permettraient de comprendre à quoi c'est dû finalement? Oui, bien sûr. On en a déjà parlé. Cette situation économique et géopolitique globale est un des facteurs explicatifs. Un des facteurs explicatifs très importants, notamment sur les ventes à l'export. Je pense que ça vaut le coup de rappeler que les vins et spiritueux, ne sont pas des produits de première nécessité. Bien sûr que nous, on y travaille, donc on y accorde une importance excessive et on adore ça. Mais au-delà de ça, effectivement, quand on est dans des situations qui se tendent, quand ton pouvoir d'achat diminue ou quand on a d'autres priorités, malheureusement, on a mieux à faire que de consommer du vin, du whisky ou du rhum. Donc c'est affecté par cette situation-là. Je vais donner un exemple que je connais bien, qui est celui du cognac. Le cognac, ça fait 20 ans qu'on a une croissance régulière des expéditions et des ventes. Tout va bien, voilà. Sans que ce soit une catégorie qui surperforme, elle se portait bien. On a eu le Covid, ça a continué à bien se vendre et ça a même explosé en Covid et post-Covid, puisqu'en 2022 ou 2023, on a battu les records d'expédition de cognac qu'on n'avait jamais atteint par le passé. Et puis en 23-24, ça a commencé à se stabiliser, puis à diminuer. Au début, on n'a pas trop regardé ça, on n'a pas fait attention. Et puis la diminution est devenue un effondrement. Et on a commencé à voir qu'il y avait des baisses de consommation, notamment en Chine. Et puis on a entendu parler des problèmes de droits de douane, justement, en Chine et des menaces qui risquaient d'arriver. Et on a Trump qui a amené ces taxes, ces menaces de taxes également. Et en 2024 et aujourd'hui, en début 2025, les ventes baissent de 70% par mois. Et on en est arrivé à parler d'un effondrement de la filière, voire même d'un arrêt complet potentiel de nos deux principaux marchés que sont la Chine et les États-Unis et qui représentent 70% des ventes. Ça, c'est juste pour illustrer le fait qu'on est passé il y a 2-3 ans d'une situation où on a battu des records à une situation où on ne vendrait plus rien. Ça va très vite. C'est pas toujours logique, c'est pas toujours cohérent, c'est pas toujours explicable, mais il y a des faits qui sont là aujourd'hui. Alors, on a effectivement donc, ces facteurs économiques, mais qui ne sont pas les seuls. On a parlé de pouvoir d'achat. Les pouvoirs d'achat, notamment en France, diminuent. Ça joue également. À un moment, on regarde quand on doit acheter des bouteilles d'un certain prix. Si on reste sur le marché français, on est obligé de voir également la consommation d'alcool. Il faut savoir que la consommation d'alcool a été divisée par 2 depuis les années 60. C'est énorme. Ça ne reviendra pas. On est sur une tendance de fond. Et si je vous donne quelques exemples concrets, par exemple, 20% des Français déclarent avoir fait totalement ou en partie le Dry January. Il faut savoir que le Dry January, il y a 3, 4 ans, 5 ans, peut-être ça n'existait même pas en France. Et aujourd'hui, on parle d'un Français sur 5 qui l'aurait fait. 40% des Français disent aujourd'hui mélanger la consommation de boissons alcoolisées et sans alcool. On reviendra sur les fameux NOLO par la suite. Et 33% disent ou vouloir ou avoir diminué leur consommation d'alcool. Donc on est vraiment sur une tendance de fond de diminution de la consommation, une phrase que l'on entend régulièrement, boire moins mais mieux, qui est important et qui va expliquer effectivement les difficultés du secteur. Merci en tout cas de nous avoir partagé ces chiffres qui sont assez parlants, qui permettent de vraiment apprécier effectivement les évolutions sur cette partie consommation qui est à la baisse et qui explique aussi la tendance globale que tu constates et que tu décrivais sur tous les secteurs. Il y a un point quand même pour compléter finalement, je pense, le tableau que tu dresses et le constat, c'est en préparant Vititalks, on parlait de la dimension environnementale, écologique aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler, toucher quelques mots finalement? Oui, et en même temps c'est compliqué. C'est compliqué parce que d'un côté, c'est devenu un élément assez majeur de l'industrie. On a commencé par voir, c'est pas tout récent maintenant, mais l'émergence du bio qui est arrivée. Ensuite, de plus en plus, la poussée des produits locaux, essayant d'acheter des vins locaux ou des alcools d'ici. Un exemple étant par exemple le whisky français qui a énormément percé ces dernières années. Un verdissement, comme on peut dire, même si le mot n'est pas très joli, de la filière, notamment sur les modes de production. Il y a beaucoup de certifications qui sont arrivées. On a changé les modes de production de culture de la vigne, des produits qu'on met dedans, idem pour les céréales, sur la distillation. Donc il y a pas mal de choses qui sont faites et d'actions qui sont mises en place, des bilans carbone qui sont faits par les entreprises. Et on voit également, si on descend comme ça la filière, au niveau de l'aval, tous les fournisseurs de packaging. Il faut savoir que le packaging, c'est un élément clé de notre industrie, qui proposent des solutions éco-conçues
éco-conçues. Vous ne pouvez pas faire aujourd'hui un salon sans que les fournisseurs de packs vous proposent des solutions éco-conçues. Par contre, il y a aussi beaucoup de greenwashing, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une vraie préoccupation, de l'autre, on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est une préoccupation des consommateurs, est-ce que c'est une préoccupation des producteurs, est-ce que c'est un effet de mode. C'est assez compliqué de tirer les solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si on simplifie énormément les choses, on va dire que quasiment la moitié des émissions carbone de notre industrie proviennent des bouteilles et de leur fabrication. C'est-à-dire qu'on aura beau travailler sur la distillation, sur la production, sur les étiquettes, enlever des étuis, etc. Il y a un moment, la moitié des émissions carbone, ça provient des bouteilles et de la fabrication des bouteilles. Ça veut dire que la seule manière de changer, aujourd'hui, il y a des petites choses qui sont faites comme le recyclage, évidemment, qui existe depuis longtemps, mais également l'allègement des bouteilles, etc. Mais in fine, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est la mise en place du réemploi et de la consigne, puisque c'est vraiment ça qui permettra... C'est l'enjeu central. Voilà. Or, ça, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que ça avance très lentement. Il y a beaucoup de discours, beaucoup de paroles, mais assez peu d'actions, et surtout, ça va prendre du temps. Et ce que l'on constate également, c'est qu'avec les préoccupations dont on a parlé au préalable, sur la crise et les difficultés de vente, ces préoccupations environnementales ou du réemploi passent un petit peu au second plan. C'est pour ça que je dis c'est difficile en fait de juger véritablement, parce que d'un côté, c'est des discours qui sont bien mis en avant, mais de l'autre, quelles sont les actions qui réellement vont permettre d'améliorer l'efficacité environnementale de la filière. Il y en a certains, mais est-ce que c'est suffisant ? Moi, là, je ne me permettrai pas de juger. En gros, et pour terminer sur tous ces points-là, je dirais que voilà, le constat est partagé par tous, qu'il n'y a pas énormément de raisons de se réjouir. La situation est compliquée et risque de rester compliquée un certain temps. Cependant, et heureusement, dans ce Vititalk, on a une deuxième partie. Il y a quand même des pistes, il y a quand même des solutions, il y a quand même des choses à faire, et c'est probablement ce que l'on va voir maintenant. Effectivement. Je te remercie pour cette transition. Merci déjà pour tous ces éléments que tu nous as partagés. Voilà, je pense que on a permis de bien comprendre, de décrypter aujourd'hui, d'avoir une photo assez claire, pas forcément réjouissante de la situation actuelle. Néanmoins, on n'est pas là pour tomber dans le fatalisme, et c'est aussi l'objet de cette prise de parole. Et on va basculer sur la deuxième partie, c'est essayer de discuter ensemble de quelles réponses finalement les acteurs de la filière peuvent apporter, que ce soit d'un point de vue stratégie marketing, mais également stratégie commerciale. Aujourd'hui, François, est-ce que tu pourrais, de manière finalement assez factuelle, nous parler d'initiatives, en tout cas, qui te paraissent pertinentes à tenter de mettre en place ? C'est peut-être finalement le moment pour les acteurs de la filière de tenter, non pas peut-être de se réinventer, mais de fonctionner peut-être un peu différemment. En tout cas, des pistes, des données aux gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment on peut, face à ces difficultés, à ces défis, qui dit défis, il va falloir les relever, et comment on pourrait le faire ? Ouais, des pistes, il y en a, et il y en a beaucoup. Et tu dis pas se réinventer, si, je pense qu'on peut dire se réinventer, parce que ce qu'on a vu précédemment, toutes ces difficultés sont également beaucoup liées à les catégories traditionnelles, les modes de consommation traditionnels. Tout ça, ça change, et ça change vite. Donc il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup d'exemples. Alors je vais un peu catégoriser ça, mais dans un premier temps, il y a tout ce qui est lié aux produits. Donc, comme on l'a vu, les catégories traditionnelles souffrent, et il y a pas mal de choses qui sont proposées aujourd'hui par les différents acteurs des vins et spiritueux qu'il ne faut pas voir comme des gadgets. Alors, tout ne marchera pas forcément, mais au moins on tente. Donc par exemple, je ne sais pas si vous connaissez bien ce qu'on appelle les BAVB aujourd'hui. Ce sont les boissons alcoolisées à base de vin. Ce qui était auparavant des produits un peu cheap, un peu entrée de gamme vendus en GD, sont en train de devenir des produits qui répondent véritablement à des attentes des consommateurs. Le BAVB, il est souvent plus faible en alcool. Le consommateur, dès qu'il veut moins consommer d'alcool. Il a des goûts qui sont plus accessibles, qui peuvent également séduire les plus jeunes aujourd'hui. Le vin n'est pas toujours leur alcool préféré. On a des packs qui sont plus modernes, c'est-à-dire qu'on sort de la traditionnelle bouteille de 75 centilitres avec bouchon. On va avoir des capsules à vis, on va avoir des canettes, on va avoir des bouteilles de bière, etc. etc. On va avoir un changement dans le mode de consommation, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé simplement de consommer son vin en achetant une bouteille ou au verre. On
peut aussi avoir des tireuses qui permettent de servir ces produits-là, ou alors même de changer des moments de consommation. C'est-à-dire que traditionnellement, le vin est plutôt, servi à table. De plus en plus, on peut le servir à l'apéritif, mais également pendant des festivals ou des événements comme ça. Donc, les BAVB répondent à pas mal de choses, sont de plus en plus poussés et répondent pas mal aux attentes. Dans la même lignée, on a aujourd'hui une émergence des vins rouges légers à boire frais. Traditionnellement, le vin rouge, on va le boire à température ambiante, accompagné d'un repas, plutôt acide, etc. Et là, on se rend compte que finalement, il peut tout à fait remplir le rôle d'apéritif, comme le faisait le blanc ou le rosé auparavant. Et alors, ce que l'on voit, par exemple, c'est des étiquettes thermosensibles qui se mettent à la bonne couleur ou avoir un picto qui apparaît quand on est à la bonne température. C'est un petit côté fun, mais ça permet également d'adapter ça à des attentes. Alors, plus généralement, la catégorie des nolos, on en a touché un mot tout à l'heure, je pense que celle-là n'est absolument pas un effet de mode, mais une vraie tendance de fond. Alors, dans les nolos, juste pour être clair, il y a deux choses. Nous rappeler ce que c'est, effectivement. Tout à fait. Il y a le no et le low. Donc, en fait, le low, c'est low alcool, donc moins d'alcool. Aujourd'hui, au lieu de partir du principe qu'un vin, c'est forcément 12, 13, voire 14 degrés, on a de plus en plus de vins à 9 ou 10. Je vous ai donné l'exemple des rouges légers à boire frais, comme on disait, mais pas uniquement. Donc, on a des vins à 9, 10. On a même des choses très basses. L'exemple d'une cuvée qui s'appelle l'eau Bertico, qui est à 6 degrés, ou une gamme complète, Allure, qui est quand même produite par les Grands Chais de France, qui est le numéro 2 des vins en France, à 8 degrés. Donc, on a de plus en plus de vins positionnés comme ça sur des degrés plus faibles, de vin ou d'alcool, mais il faut reconnaître que c'est une catégorie qui est difficile à positionner. C'est compliqué pour le consommateur, mais même pour les acheteurs, de savoir vraiment où on en est. Et donc se développe de plus en plus le no. Donc le no, c'est pas d'alcool du tout. Donc, c'est une désalcoolisation ou d'autres process total. Et là, on a énormément de marques qui se lancent là-dedans. Donc, la bière sans alcool qui existe depuis longtemps maintenant. Les vins, il y en a de plus en plus. Les spiritueux également. Je vous donne deux exemples. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le salon Wine Paris Vinexpo, il fallait voir cette année qu'un hall complet était dédié aux spiritueux, mais qu'en fait, dans ce hall complet dédié aux spiritueux, la moitié, entre un quart et la moitié du hall était dédié au nolo, vin et spiritueux. C'est énorme par rapport à ce que c'était avant. Et dans le même ordre d'esprit, le Vinexpo a commencé le lundi. Le dimanche a eu lieu un salon qui s'appelle Degré Zéro, en marge de Wine Paris, qui n'avait rien à voir. Et le Degré Zéro était un salon exclusivement consacré au nolo. Et c'était plein d'exposants, mais également plein de visiteurs. On est vraiment sur une catégorie de fond. Et j'incite de plus en plus les producteurs de vins spiritueux de catégorie classique à essayer de se tourner vers cette tendance-là pour y répondre. Je donne d'autres exemples qui sont plus ou moins liés à ça, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de la Vière. La Vière, c'est un mix de vin et de bière. Peut-être pas très très joli, mais il se trouve qu'on a des acteurs aussi importants que Ronéa, grosse cave coopérative de la vallée du Rhône, qui se sont mis là-dessus. Et force est de constater que c'est des choses qui plaisent. On a une croissance également des RTD, Ready to Drink, qui sont, comme vous le savez, des produits prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi, que l'on peut consommer comme ça. Alors, avec ou sans alcool, là, on n'est pas forcément lié à la catégorie Nolo ou à la tendance Nolo, mais c'est une catégorie qui monte, à regarder de près également, et ça, c'est tout à fait possible. On a l'exemple d'une maison de cognac qui récemment a lancé un RTD à cognac et mixeur, peu importe lesquels, vendu en canette, etc. Donc, c'est tout à fait faisable. Quelque chose qui est encore plus récent, alors peut-être restera un gadget à voir, mais on a des boissons gastronomiques qu'on appelle également les proxys, qui sont arrivés. Et donc là, on est plutôt là, on revient sur cette catégorie de nolo, donc des boissons sans alcool qui sont élaborées à partir de verjus, de thé, de fruits, de plantes ou d'épices par macération et qui accompagnent les repas, qui sont souvent réfléchis avec des chefs, etc. Là, je ne suis pas en mesure de dire si c'est une tendance de fond ou un gadget, mais ça montre à quel point on peut se réinventer. Ce sont des choses qui n'existaient pas auparavant. Et puis, on a une catégorie, alors on est un petit peu en marge des spiritueux, mais pas complètement, ce qu'on appelle les soft drinks, qui sont très dynamiques. Donc, on a tout ce qui est mixeur. Donc, les mixeurs, en fait, on a la marque, tout le monde connaît la marque Schweppes, qui est présente en France depuis toujours. Mais enfin, les mixeurs premium ont véritablement été lancés en France avec l'arrivée de Fever Tree, il y a une vingtaine d'années maintenant en France. Et depuis, de nombreuses marques, notamment françaises, comme Artonic, La French, Archibald, Cascade, etc., ont été créées.
et commencent à avoir une vraie présence, notamment dans les bars. C'est pour ça qu'on les associe beaucoup aux spiritueux, c'est-à-dire que ça devient un ingrédient naturel des cocktails qui est une tendance quand même qui se développe pas mal aujourd'hui. Voilà, donc on a les mixeurs. On a les boissons fermentées comme les kombucha ou les kéfirs aussi qui se développent bien et les infusions avec des produits qui, à l'inverse des mixeurs, peuvent se boire seuls, comme la marque Simple par exemple, où on va commander simplement un mixeur parce qu'il a été fait de manière suffisamment élaborée pour plaire au goût. Voilà, et puis je terminerai ensuite par la catégorie des effervescents, parce qu'on a parlé tout à l'heure du champagne qui se portait pas bien, effectivement, malheureusement, mais par contre les effervescents en général se portent bien. On a notamment tous les créments qui se portent bien en France. On a une bonne catégorie des mousseux. On a évidemment le Prosecco, puisque c'est devenu l'ingrédient de base du spritz. Donc voilà. Et on a aussi des catégories traditionnelles quand même qui se portent plutôt pas mal. Le gin, la tequila, les liqueurs. Donc j'en terminerai là-dessus, mais ce qu'il faut retenir au niveau des produits, c'est que tout ne va pas mal. Les catégories traditionnelles souffrent. Il faut être capable de se réinventer et vous, en tant que producteur de vin ou de spiritueux, pouvez, avec vos produits de base, faire des choses qui répondent davantage aux attentes des consommateurs. Et il ne faut pas hésiter à se lancer, à oser et à proposer des choses différentes. Ok, merci François déjà pour ces explications et ces nombreuses illustrations en tout cas qui on retient que la catégorie Nolo pour toi c'est vraiment une vraie tendance et qu'il faut pas hésiter donc à se lancer en tout cas pour essayer de coller au maximum aux attentes des consommateurs en prenant des initiatives d'un point de vue produit. Tout à fait. Après à parler du produit, ce que je te propose c'est de discuter un peu plutôt stratégie digitale. Oui, tout à fait. On a en complément. Enfin, il y a plusieurs leviers. Effectivement, on va proposer plusieurs pistes. Plusieurs pistes. En fait, on en a identifié deux ou trois majeurs. On ne va pas revenir sur toutes les facettes du marketing, mais effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il faut considérer le marketing digital comme une stratégie fondamentale et pas, encore une fois, un gadget ou un peut-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans digital, ça va être compliqué de se développer. Le digital, c'est large. Donc, il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, c'est pareil. Aujourd'hui, il faut considérer les réseaux sociaux comme un peu, je ne sais pas si c'est le nouvel Eldorado de la publicité, mais ça nous permet à nous, marques de vins et spiritueux, qui avons souvent, à part les plus gros, des budgets limités, d'aller toucher un grand nombre de personnes de manière très fréquente ou récurrente et de leur parler de notre marque. Auparavant, il fallait passer par des campagnes de publicité traditionnelles. Ça pouvait être dans le métro, ou ça pouvait être en magazine, avec des coûts qui étaient largement supérieurs. Aujourd'hui, pour des coûts très raisonnables... On peut multiplier l'exposition. Ouais, exactement. Donc aujourd'hui, il faut vraiment les prendre. Et il ne faut pas considérer, OK, je vais faire un petit peu d'Instagram ou de LinkedIn en parallèle de ce que je fais. Non, il vaut mieux focaliser ses budgets là-dessus, quitte à laisser un peu de côté la publicité traditionnelle. Donc les réseaux sociaux, c'est une chose. Donc évidemment, le site Internet, on ne va pas revenir dessus, mais plus qu'un site Internet, aujourd'hui, l'important, c'est ce qu'on appelle le SEO, qui est finalement le référencement du site Internet. L'idée, c'est quoi ? Avoir un site Internet, c'est bien, mais en gros, tout le monde a un site Internet. Il faut être visible. Et pour être visible, il faut que quand on tape sur un moteur de recherche, sa marque ou ses produits, il faut remonter. Donc l'importance du SEO est très important. Et pour ça, ça va passer notamment par les réseaux sociaux, mais pas uniquement, par les blogs, par la présence que l'on fait, etc. Et des liens qui pointent, ce genre de choses. Exactement. Donc il y a toute une stratégie sur laquelle je ne vais pas revenir maintenant. Mais je dirais qu'aujourd'hui, quand on a un budget marketing, en gros, on va consacrer une partie à des lancements de produits ou de nouveaux produits. Mais je pense que on va dire que le poste numéro 2 doit être autour du digital. On donnait tout à l'heure l'exemple des ventes en ligne qui se portaient plutôt pas mal. Avoir ces produits présents en ligne et qu'on puisse les acheter, les commander, se faire livrer, etc. Pareil, ça c'est extrêmement important et ça mériterait d'avoir un vrai investissement derrière. Tout le monde ne peut pas se le permettre, mais ça fait partie quand même des choses à faire. Et à côté du digital, et peut-être même avant le digital, qui n'a rien à voir, mais dans les stratégies à mettre en place, c'est la présence terrain. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, si je devais prioriser mes investissements marketing et commerciaux et je devais choisir un poste, OK, j'ai dit tout à l'heure que le numéro 2, ce serait le digital, mais le numéro 1, ça doit être la présence terrain. Aujourd'hui, nos produits ne sont pas assez
connus. Alors, je ne parle pas des très grandes marques, évidemment, mais sinon, pour les autres, nos produits ne sont pas assez connus, dégustés, comparés, etc. Avoir de la présence terrain, c'est faire goûter ses produits, faire déguster ses produits, les différencier par rapport aux autres. Et quand je dis présence terrain, ça peut être tout type, ça peut être un simple vendeur, un commercial, un multicarte, un brand ambassadeur, peu importe. Mais il faut avoir quelqu'un. Une proximité, exactement. Quelqu'un qui aille faire goûter ses produits, qui passe du temps dans les bars s'il vend dans les bars, chez les cavistes s'il vend chez les cavistes, qui fasse des événements, qui fasse des salons. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus important, et justement aussi parce qu'on est dans un monde qui se dématérialise de plus en plus. On en a parlé juste avant avec le digital, mais le contre-pied de cette dématérialisation, c'est vraiment d'être capable de parler avec les gens et à un moment, au lieu d'avoir un catalogue complet de centaines et de centaines de produits, d'en avoir un qui ressort du lot. On est vraiment sur les stratégies complémentaires, là. Sur les stratégies complémentaires. Et après, il y a en fonction des marques et des maisons, certains vont avoir les moyens de tout faire, certains vont avoir les moyens de faire deux choses. Moi, mon rôle ici, c'est de conseiller, d'accompagner et de prioriser. Donc, en gros, c'est le produit, la présence terrain, le digital. Et je reviens pour terminer sur la présence terrain. Il y a plusieurs manières de faire. Aujourd'hui, traditionnellement, soit on passe par un agent multicarte qui va avoir beaucoup de marques et qui va revendre les produits. Malheureusement, ce que l'on constate, nous, c'est que les agents, pour les petites maisons, petites marques assez peu connues, c'est souvent un peu déceptif. Donc l'alternative à ça, c'est le recrutement. Mais le recrutement, ça a un coût. Nous, on est en train de lancer une nouvelle offre qui s'appelle le DCP, le développement commercial partagé, qui consiste, pour être très simple, à regrouper ensemble 4 maisons ou 4 marques qui sont évidemment pas des concurrents et qui sont complémentaires, qui ont des attentes commerciales complémentaires, et de recruter pour elles un commercial, de leur mettre à disposition, et ce commercial va ensuite aller proposer donc. Il n'est pas agent puisqu'il n'a pas un portefeuille complet. Par contre, le fait d'avoir 4 maisons ou 4 marques, c'est plus enrichissant que d'en avoir qu'une. Ça permet de rentrer à différents endroits. Et il va aller faire du terrain et de la vente pour ces 4 maisons. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de lancer aujourd'hui. On a des très bons retours de la part des acteurs des vins spiritueux qui en ont entendu parler et qui sont intéressés. Et notamment... Ça, c'est peut-être un contre-pied de cette période de crise. C'est justement, auparavant, on ne se posait pas trop de questions. Il y avait des manières de vente qui étaient établies, traditionnelles depuis toujours. Et puis là, on se rend compte qu'il faut remettre les choses en perspective. On en a parlé. Et justement, le fait de cet exemple, par exemple, de recruter ensemble des gens pour aller vendre, il y a un très bon retour et je pense que c'est lié à ça. Donc, c'est un des rares points positifs là-dessus. Et je terminerai finalement en regroupant tout ça, mais je vais te laisser la parole parce qu'il y a quelque chose qui me paraît important, c'est justement l'importance d'un bon CRM pour pouvoir gérer justement tous ces nouveaux contacts commerciaux, toute cette nouvelle prospection et tout ce nouveau ciblage, mais tu en parleras sûrement mieux que moi. Effectivement. Je vais prendre la parole effectivement sur cette partie que je maîtrise peut-être un peu mieux. En tout cas, merci pour ces pistes que tu as évoquées, donc ces pistes complémentaires. Commercial partagé, l'offre que vous avez créée, qu'on pourra rediscuter, en tout cas si des gens sont intéressés, il n'y aura pas de souci. L'initiative au niveau des produits et l'importance du digital, et tout ça avec des arbitrages à faire en fonction de ces possibilités. Mais si je reviens effectivement sur, tu parlais du ciblage, moi je vais parler du CRM dans cette troisième partie. L'idée, c'est que pour moi et pour nous, le CRM a vocation à être un outil qui va pouvoir venir accompagner le déploiement des stratégies dont tu parles. Si on parle de ciblage, tout simplement, pour pouvoir cibler, il faut de la matière, il faut de la donnée. Les entreprises aujourd'hui, elles ont tout un capital data. Elles ont de la donnée. La problématique majeure, c'est que cette donnée, elle est fragmentée. Elle est complètement éparpillée. Ça peut s'expliquer de différentes manières. C'est peut-être des systèmes d'information qui sont différents, des habitudes de travail de certains collaborateurs qui fonctionnent peut-être plus par mail, par d'autres par papier, qui fait que la donnée finalement est éclatée. Le rôle et déjà l'enjeu finalement d'un CRM, c'est de pouvoir rapatrier tous ces systèmes, toutes ces sources de donner ces informations sous un même toit, sous un même outil, qui va permettre finalement en fait de pouvoir avoir l'ensemble des interactions au même endroit autour d'une fiche client ou d'une fiche prospect. Quand je parle d'interaction, ça peut être des données de commande, ça peut être des comptes rendus de visite, ça peut être des interactions, des sollicitations marketing. Pouvoir avoir finalement tout ça sous le même toit. Et ces données, elles ont vocation à être finalement enrichies par exemple, tu parlais de listing, de fichiers externes ou des utilisateurs de la solution CRM
des commerciaux qui pourront sur le terrain, puisque tu parlais de l'importance du terrain, pouvoir venir enrichir finalement cette solution CRM. Une fois que la donnée est disponible et hiérarchisée, on va effectivement pouvoir opérer un ciblage, c'est-à-dire essayer de trouver des facteurs, en tout cas des critères discriminants, des critères de segmentation, de ciblage qui vont permettre de pouvoir avoir un message plus impactant et personnalisé quelque part auprès d'une cible. L'idée, c'est, si je prends un exemple, c'est de se baser finalement sur les préférences d'achat pour pouvoir venir derrière proposer du contenu personnalisé et pourquoi pas adapter et proposer des recommandations associées à ces préférences de consommation, de ces préférences d'achat pour pouvoir peut-être générer des ventes additionnelles. Ça, c'était vraiment cette première partie sur laquelle je voulais parler, l'intérêt du ciblage et donc à travers un CRM. Après, si on reprend ce dont tu parlais au niveau des stratégies commerciales à développer, un outil CRM qui dit stratégie déjà dit élaboration de la stratégie. Il faut pouvoir savoir être en capacité de pouvoir identifier finalement des tendances, des opportunités business, des opportunités de marché sur ses clients. Pouvoir vraiment mettre le doigt sur ce qui va mal ou en tout cas ou sur des leviers qui peuvent dans cette période compliquée pouvoir être générateurs de business. Et pour ça, le CRM va permettre en fait à travers toutes les données de pouvoir ce qu'on appelle les cruncher, en tout cas sous forme de tableau de bord, essayer d'identifier des tendances pour pouvoir derrière mettre en place un plan d'action commerciale. Et ce plan d'action commerciale a vocation à être déployé par les commerciaux potentiellement terrain, mais par l'équipe commerciale au sens large. Et là, le CRM a aussi un intérêt puisque finalement, là où des décideurs ou des managers vont peut-être avoir un usage plutôt sédentaire et prendre des décisions, derrière, dans le cadre du déploiement, le CRM peut s'embarquer aussi sur le terrain. Aujourd'hui, un CRM, il est multi-usage, il est multi-plateforme. Des commerciaux sur le terrain vont pouvoir finalement embarquer leur CRM pour pouvoir venir finalement consulter ces informations, pouvoir aller jusqu'à potentiellement partager de la documentation avec leurs clients. Je prends des cafés, hôtels, restaurants, on a la possibilité de retrouver finalement assez simplement et d'avoir des réflexes et de pouvoir être plus pertinent finalement dans ses propos et dans ce qu'on va faire dans le cadre de sa prospection et dans le cadre du terrain. Également, si on va jusqu'à en parler de commande, un CRM peut embarquer un module de prise de commande finalement. Le CRM a vocation à s'interfacer avec les ERP, donc qui sont les logiciels qui permettent donc de traiter, de lancer les ordres de fabrication des commandes. L'idée, c'est qu'on va pouvoir, à travers un CRM, sur le terrain, pouvoir passer des commandes en direct et avoir des synchronisations qui vont permettre de pouvoir remonter au niveau des ERP et donc avoir plus de réactivité, pouvoir passer des commandes et non pas à la sortie potentiellement aller passer un mail à l'ADV. Voilà, c'est des usages aujourd'hui qu'un CRM permet aussi par rapport à cette partie stratégie commerciale. Et si je reviens sur les managers et sur la définition de la action commerciale, un CRM, une fonction assez classique, c'est tout ce qui va être lié finalement à la gestion des opportunités. Une opportunité, donc une fois qu'on a ciblé, qu'on va définir des plans d'action, ces opportunités, elles vont être initiées et on espère qu'elles vont se conclure par des ventes, mais elles vont avoir tout un cycle de vie d'opportunités et le CRM permet finalement de pouvoir monitorer en temps réel l'avancement de ces commerciaux, voir comment la stratégie se déroule et potentiellement procéder à des réarbitrages sur certains aspects. Ça, c'était ce que je voulais dire sur le parti de déploiement de la stratégie commerciale et comment un CRM peut finalement être un atout et une aide au déploiement de ces stratégies. Souvent, quand on parle CRM, il y a un autre point que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est le CRM est vu comme un outil pour les collaborateurs internes. Mais finalement, nous, on le voit aussi comme, encore une fois, le CRM, c'est une coquille vide, il y a de la donnée à disposition. Cette donnée, elle appartient finalement aussi à vos clients. Et pourquoi pas, dans une extension du CRM, pouvoir la mettre à disposition pour proposer finalement des choses un peu plus innovantes. Alors, innovantes, je m'entends, mais je vais vous parler un peu d'extranet ou en tout cas de portail. C'est finalement cette donnée, la restituer et la mettre à disposition dans un espace dédié à vos clients. Ces clients pourraient finalement se connecter à cette plateforme et ça serait un moyen finalement de pouvoir créer du lien avec eux, de pouvoir avoir des interactions tout en se basant encore une fois sur le ciblage dont tu parlais pour pouvoir leur proposer du contenu de qualité, du contenu qui les intéresse, faire des promotions sur des produits qui les intéressent, mais également, et si on parlait de modules de prise de commande pour les commerciaux, pourquoi pas leur proposer finalement l'intégration, étant parlé aussi au départ, d'un module e-commerce au sein du CRM pour, en toute autonomie, par exemple, je suis restaurateur et j'ai la possibilité de me connecter et de retrouver mes anciennes commandes et de pouvoir finalement aller passer des commandes en toute autonomie
sans avoir à contacter mon commercial. Et ça, effectivement, pour nous, le développement, et tu parlais de cette tendance à la hausse du e-commerce, nous paraît être une bonne piste. Et c'est des sujets connexes au CRM, en tout cas, de pouvoir proposer de la prise de commande en toute autonomie à travers un module e-commerce. Dernier point que je souhaiterais évoquer, c'est aussi l'importance, tu disais, alors de se réinventer ou en tout cas de se diversifier, soit par les produits, mais aussi potentiellement sur l'offre au sens large. Je pense à l'onotourisme et toutes ces initiatives qui peuvent être prises. Aujourd'hui, à travers un CRM, on peut aussi monitorer et gérer finalement des ressources en interne qui seraient disponibles pour assurer de l'événementiel. Et on peut proposer finalement de la prise de rendez-vous, en tout cas proposer des services et non pas uniquement de la vente de bouteilles, voilà, qui est générer du business finalement autrement avec un environnement de marque et se rapprocher à travers des services. Donc un CRM peut proposer ce genre de choses. Et le dernier point, j'avais dit que c'était mon dernier point, mais je vais finalement faire un petit dernier, c'est vraiment cette dimension outil au service de la performance commerciale qui est un CRM. Ça reste un outil, mais cet outil, le CRM a sa grande force, c'est que c'est un outil transverse pour une multitude de profils au sein des entreprises. Il va être utilisé par les managers, la direction va pouvoir avoir un droit de regard, avoir une vision finalement sur l'activité, les commerciaux vont pouvoir l'embarquer sur le terrain, l'administration des ventes va pouvoir aussi y avoir accès, les gens du marketing vont pouvoir aussi opérer du ciblage, lancer des campagnes, et c'est vraiment en fait un projet et un outil qui sera transverse à l'entreprise et qui va aussi permettre surtout de pérenniser les informations au fil du temps. Parce que la vraie problématique aussi aujourd'hui, c'est que l'information, comme elle est éclatée, parfois, suite à un changement, par exemple, un départ d'un collaborateur ou quoi, ça peut occasionner aussi une perte d'information. Donc, tout est stocké au sein du CRM, accessible et partageable. Également, si je parle de performance commerciale, un CRM, on peut déclencher des actions proactives à travers des alertes. On va pouvoir automatiser un certain nombre de choses. D'ailleurs, et je terminerai là-dessus, il y a des initiatives aujourd'hui sur des briques autour de l'IA qui sont intégrées finalement dans les solutions CRM pour pouvoir, par exemple, aujourd'hui, générer des comptes rendus de visite automatisés. Il y a aussi pas mal d'initiatives autour des bots pour pouvoir passer des commandes en fonction de ces habitudes de consommation. Donc, c'est toutes ces choses aussi qui vont permettre finalement de gagner du temps et de se consacrer finalement plutôt sur la stratégie et sur des tâches à forte valeur ajoutée pour pouvoir finalement essayer de performer encore un peu plus face aux difficultés en tout cas qu'on a pu exposer aujourd'hui. Juste un mot là-dessus, je ne suis pas professionnel comme toi des CRM, par contre je suis utilisateur, à la fois au sein alors, utilisateur de CRM au sens large, mais que ce soit au sein de ma propre boîte, de l'assemblage ou chez des clients. Et ce que je peux dire simplement, si je peux faire un mini témoignage là-dessus, c'est pas évident au début parce qu'il faut souvent changer des habitudes et des manières de fonctionner qu'on avait. Mais par contre, quand on a commencé à utiliser un CRM avec la multitude de fonctionnalités dont tu as parlé, c'est extrêmement enrichissant et ça facilite la vie et c'est vraiment bien. Donc moi, juste en tant qu'utilisateur, effectivement, pour compléter tout ce qu'on a vu auparavant sur la présence terrain, les stratégies digitales, la multitude de contacts, etc., c'est vraiment un outil qui permet de gérer ça correctement. Je te remercie en tout cas pour ton témoignage, effectivement, en tant qu'utilisateur. L'idée, effectivement, il y a une forme d'adoption de l'outil, un peu, c'est comme tous les outils, mais l'idée aussi est de minimiser les saisies, les informations, d'avoir un maximum de choses qui retombent des systèmes d'information et d'avoir des menus, notamment sur la partie mobilité ou sur le mobile. Voilà, il faut que ça aille vite, il faut pouvoir déclencher des commandes rapidement, accéder à des informations. Et voilà, il y a tout un travail aussi du UX au niveau du CRM pour pouvoir prendre en main ces outils. Et une fois qu'on a pris la main, je pense qu'effectivement, c'est difficile de s'en passer. François, ce que je te propose, ce serait peut-être de conclure aujourd'hui ce Vitox. Est-ce que je peux te redonner la main? Est-ce que par exemple tu pourrais... alors on a commencé peut-être à avoir au début de cette intervention un tableau qui était un peu compliqué, mais si on devait finir sur une note positive, voilà. Oui, il y en a. Il y a des notes d'espoir. Effectivement, il ne faut pas se dire que c'est la crise et qu'il n'y a pas moyen d'en sortir. On a donné des exemples de solutions, de choses à faire. Donc, en gros, si on devait résumer tout ça rapidement, donc ne pas oublier que malgré tout, il y a des catégories qui se portent bien. On a parlé des nolos, beaucoup, effectivement. La bière se porte très bien, notamment tout ce qui est les nouvelles bières artisanales, moins
les grandes marques, etc., ça se porte bien. On a parlé des effervescents qui se portent bien. Dans les vins, on a les vins blancs aussi qui vont bien. Et dans les spiritueux, globalement, on a quelques catégories comme les liqueurs ou autres qui se portent bien, et puis les spiritueux plutôt premium et de niche qui vont bien. Donc déjà, dans les produits, sans tout réinventer, il y a déjà des catégories qui vont bien, et essayons de viser plutôt celles-là que celles qui souffrent, les plus traditionnelles qui souffrent. On a une industrie qui se professionnalise de plus en plus. On voit des groupes de plus en plus forts, on voit des concentrations, on voit des rachats. Alors certes, ça peut en choquer certains. De l'autre, le fait d'avoir une industrie plus concentrée et avec des groupes plus forts, c'est aussi des points positifs, parce qu'à un moment, un groupe a souvent les reins plus solides pour passer des moments difficiles comme aujourd'hui que une PME ou un artisan, bien évidemment. La conséquence également de ça, c'est qu'on a des marques de plus en plus fortes. Ces groupes investissent dans des marques, et donc on a une industrie qui est très éclatée entre les très grandes marques et les petits producteurs. Mais mine de rien, ces marques, notamment dans les spiritueux, là c'est peut-être plus dans les spi que dans les vins, mais ce sont des marques fortes auxquelles les consommateurs sont attachés et qui, pareil, permettent de passer des moments de crise peut-être, je ne vais pas dire plus facilement, mais un peu moins difficilement que le simple fait de faire ou de la MDD, donc de la marque distributeur, ou de la fausse marque. Donc on a ça, on a des changements d'attitude. Je vous ai parlé de l'importance de la présence terrain. Je vous donne un exemple concret. Traditionnellement, Bordeaux, la région de Bordeaux vend ses vins par la place de Bordeaux. C'est-à-dire en gros des châteaux qui passent par des négociants qui vont ensuite vendre à des clients. Donc il y a une grande distance entre les châteaux et le consommateur final. Aujourd'hui, de plus en plus de châteaux investissent directement dans de la présence terrain, dans des commerciaux, en continuant à travailler ou pas avec le négoce de la place, ça dépend desquels, mais ça permet également d'améliorer la relation entre le producteur et le consommateur. Et puis, de manière peut-être un peu plus anecdotique, mais il se trouve que j'ai également une casquette de correspondant pour une revue qui s'appelle le VS News. Dans VS, à ce titre-là, je reçois des communiqués de presse. Il faut savoir qu'en ce moment, je reçois entre 10 et 20 communiqués de presse par jour, uniquement de marques des vins et spiritueux, avec des initiatives. Donc, elles sont pas toutes bonnes et elles sont pas toutes relayées, mais ça montre quand même que ça bouge, quoi. Ça se bouge beaucoup. Et un autre exemple justement avec VS News, j'ai repris le dernier ou l'avant-dernier, peu importe, de début mars VS News, et il y avait 21 articles dans ce journal uniquement sur les vins nouveaux, les vins qui se réinventent. Donc, n'ayez pas peur, innovez, osez, entreprenez. Beaucoup de gens font, et il y en a qui s'en sortent comme ça. Je terminerai par un dernier point, qui est qu'après tout ce que l'on a vu sur la complexité du secteur, la complexité des échanges, la situation géopolitique mondiale, je me poserai quand même une question. Est-ce que le retour sur le marché français serait pas une bonne stratégie à adapter pour beaucoup? Est-ce que finalement la France n'était pas notre nouvel Eldorado, en se disant finalement, est-ce que c'est pas sous nos yeux. C'était plus facile d'expédier un container à l'autre bout du monde qu'aller vendre aux cavistes du coin, mais finalement est-ce qu'on n'est pas en train de revenir là-dessus et d'essayer, en mettant des gens sur le terrain et en allant parler, d'être capable de finalement de vendre autour de nous à des consommateurs que l'on connaît avec moins d'incertitude et la possibilité de se développer. Alors c'est peut-être plus compliqué, ça prend du temps, mais est-ce que l'avenir n'est pas un petit peu plus là finalement? Je pense qu'on terminera là-dessus. Donc le marché français, nouvel Eldorado. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Non, mais en tout cas, je te remercie François, en tout cas pour l'échange. C'était très agréable. Je vais regarder si on a eu quelques questions sur le chat. Oui. Écoutez, pour l'instant, j'en vois pas. Ah, je vois des 3 petits points. Peut-être qu'effectivement une question arrive. Il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, on m'a dit que, hélas, toujours pas de questions. N'hésitez pas si vous voulez qu'on revienne sur un point. Alors peut-être pas le décryptage du marché, mais en tout cas plutôt sur les solutions, en tout cas les pistes qu'on a abordées. Sur ton offre de commercial partagé ou si vous avez des questions sur le CRM. On a peut-être été très clair. C'est probable. Cas, je le souhaite. Mais, et de toute façon, on reste disponible. Ouais, bien sûr, on restera disponible et je pense que de toute manière, peut-être un sondage en tout cas, et on vous sera envoyé par la suite pour voir. En tout cas, merci en tout cas à ceux qui se sont connectés d'avoir participé donc à Sfiti Talks. Merci François encore pour ton temps, Benoît, merci à que ce tous. soit dans le cadre de la préparation aujourd'hui. Et puis bonne journée à tous, et puis on se revoit vite pour une 3e édition de Sfiti Talks. Merci, au revoir. Au revoir.